Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Bernard Gantois qui publie son nouveau livre Râle, petite fable écologique aux éditions de Chiré. Bonjour Bernard Gantois. Eh bien, bonjour Yannick et bonjour à tous les auditeurs. Alors, vous êtes polytechnicien, vous avez été ingénieur civil des ponts et chaussées et vous avez publié de nombreux ouvrages déjà comme Lettre ouverte au pape François, Autopsie d'un assassinat, Réimpression, et puis celui qui a fait beaucoup de bruit, je peux vous dire que quand vous êtes passé la dernière fois, on m'a beaucoup parlé, voilà, les gens m'ont dit au moins il n'a pas la langue de bois, Bernard Gantois, au sujet de démolition, un bilan sans concession sur l'état de la France. Oui, oui. Oui, non, mais la langue de bois, je ne l'ai jamais eue. Voilà. Voilà. Alors cette fois-ci, l'exercice est différent. Vous qualifiez cet exercice de fable, c'est vrai, parce que c'est pas une histoire, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une analyse. D'abord, pour les auditeurs, rappelez-nous ce qu'est une fable finalement. C'est une sorte d'histoire qu'on tente de raconter, on passe des messages subliminaux. Une fable présente, à mon avis, plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'être une œuvre d'imagination pure. La deuxième, c'est que cette œuvre d'imagination pure est quand même basée sur des éléments réels. Même les fables de La Fontaine, il y a toujours un élément réel. Évidemment, oui. Et la troisième caractéristique qui est plus technique, c'est que c'est pas trop long. Si vous voulez, une fable ne fait pas 400 pages. Alors, parce que le but d'une fable, c'est, je vais employer une expression légèrement brutale, c'est de donner un coup de poing dans le mental. Et un roman de 400 pages, c'est beaucoup plus souple. Tandis qu'une fable, on explique ce qu'on veut dire de manière compacte, courte et, si possible, efficace. Et c'est ce que vous faites à travers cette fable écologique. Une centaine de pages. C'est ce que j'ai fait. Oui, mais moi, le lecteur, je l'ai reçu, donc je sais que c'est ce que vous avez fait. Voilà, cher Bernard Gantois. Écoutez, merci, je suis déjà content d'avoir réussi ce que je voulais faire. Alors, il y a aussi une caractéristique, vous n'avez pas mentionné d'une fable, surtout quand on parlait des fables de La Fontaine, c'était aussi une manière discrète de passer des messages sans citer directement de nom, sans pouvoir être attaqué. Voilà, c'est-à-dire c'est une sorte de sous-marin, une fable, une sorte de sous-marin idéologique. Si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, comme les fables de La Fontaine, il y a toujours un point de départ qui est une vérité. Et donc, sous cette forme, la vérité à laquelle je m'attaque, aussi un peu par l'humour, notamment dans le titre, c'est l'immense bobard qu'est le réchauffement climatique dû au CO2. C'est pour ça, voilà, je parle. Et là, vous pouviez le faire qu'à travers une fable, sans doute. Non, c'était pas. Si vous voulez, j'ai sous les yeux un bouquin qui a été édité en 1998, qui s'appelle L'Empire écologique de Pascal Bernardin, et qui expliquait donc déjà il y a 24 ans, et le bouquin je l'ai lu, il doit y avoir plus de 20 ans, que l'histoire du réchauffement climatique était un gigantesque bobard monté dans deux buts. Le premier, c'est de faire progresser l'idée du mondialisme, et ça a pas mal marché. Et le deuxième, c'est de faire raquer le plus de pognon possible à ceux qu'on considère comme ceux qui comprennent rien. Et donc, ce bouquin-là étant extrêmement technique, il fait 600 pages, presque 600 pages, je l'ai sous les yeux. Et maintenant, Monsieur Gérondeau, qui est un camarade que j'ai eu l'occasion de connaître, sortant un bouquin qui dit à peu près la même chose, mais en version actualisée que ce que disait Monsieur Bernardin il y a 25 ans, sauf que ces bouquins sont un peu plus petits et plus faciles à lire, moins lourds. Je me suis dit que traiter de la stupidité du réchauffement climatique dû au CO2 ne pouvait pas se faire par un bouquin supplémentaire. Donc, je me suis dit comment traiter le problème d'une manière originale et j'ai choisi l'humour. J'ai personnalisé le soleil et comme vous l'avez vu, j'ai expliqué la manière dont il piquait une crise de colère, que tout le monde explique qu'il était pour rien dans ce qui se passait sur Terre et que c'était les pots d'échappement des Twingo qui faisaient chauffer la planète. Donc, j'ai choisi l'humour et donc, voilà, j'ai sorti ce petit fascicule
qui est à mon avis facile à lire et qui explique quand même parfaitement bien ce que j'en pense. Parce que il faut quand même savoir que toute cette histoire a été montée dans les années 70. Je rappelle quand même que la première réunion de l'ONU sur le réchauffement climatique était à Stockholm en 72, qu'après il y a eu 20 ans de pause, le temps qu'on installe le GIEC, qu'on recrute du monde, qu'on leur formate l'esprit, puisque le Rio, ça a été en 92, 20 ans après, 20 ans plus tard, et qu'après, on est passé à Kyoto, mais là, il y a eu que 5 ans d'écart, et maintenant, depuis Kyoto, on a tous les ans les COP. Les COP, je sais plus très bien ce que ça veut dire, mais je sais qu'il y en a une tous les ans pour regrouper tous les fanatiques du réchauffement climatique. Donc, puisqu'on en est à la 23e qui a eu lieu à Glasgow il y a pas très longtemps. Donc, tout ça est parfaitement décrit dans le bouquin de Bernardin et mis à jour dans les bouquins de Gérondeau. Donc, il fallait s'y attaquer autrement. Et je vais donc... Alors, il y a une autre caractéristique, c'est que moi, je prévois comment ça va finir. Enfin, je ne prévois pas comment ça va finir, mais dans ma petite fable, j'explique que quand cette connerie finira, la planète ira vraiment mieux. Voilà, une fable signée par Bernard Gantois qui s'appelle Raral. Quand on parle de l'exercice de la fable, c'est rare, hein, comme le dieu Eudes. Quand on parle de l'exercice de la fable, Bernard Gantois, je faisais référence à La Fontaine qui voulait faire passer des messages, on va dire quelques moqueries à l'égard de la cour qu'il ne pouvait pas rendre, qu'il pouvait pas dire clairement. Est-ce aussi, finalement, on s'aperçoit ça n'a pas changé, on est aussi dans un domaine où il est souvent interdit de s'exprimer quand on a une position publique, sinon on est ostracisé, on est viré, on est diffamé. C'est-à-dire que si vous dites des choses qui ne sont pas conformes à la doxa, vous avez peu de chances de passer pour expliquer que vous avez écrit un bouquin intéressant sur TF1. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, le but d'écrire des livres dans une époque où il y a plus grand monde qui lit vraiment et où tout est numérique, c'est d'avoir quand même des traces durables. Parce que si je vous parle du bouquin de Bernardin de 98, je ne suis pas absolument certain que en 2022 on parlerait du fichier informatique si Bernardin avait fait son bouquin en PDF. Tandis que là, je peux vous parler du bouquin parce que je l'ai sous les yeux et je peux vous lire la 4e de couve. Bref, il est là, le bouquin. Qu'un livre physique, il est toujours gardé même au fond d'une cave, une génération future peut le retrouver par hasard. Il aura certes une pérennité informatique parce que je pense qu'il existe de toute façon quelque part en PDF, mais le fait qu'il existe aussi sous forme de livre donne... D'abord, c'est beaucoup plus facile à lire quand même si je disais tout à l'heure que les gens lisent de moins en moins. Il y en a quand même encore quelques-uns qui lisent et c'est beaucoup plus facile de lire un livre que de lire sur une tablette ou sur un écran. Et puis, le livre a une durabilité que les millions de milliards de fichiers informatiques perdus dans les ordinateurs dans le nord de la Finlande pour le compte des GAFA, on ne sait pas si on les retrouvera un jour ou s'ils ne seront pas érasés pour une raison X ou Y. Donc je pense que le bouquin a encore quand même des avantages. Et puis même si vous voulez le fait de pas aller raconter ce qu'on a envie de dire à TF1, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on le dise d'une manière ou d'une autre. Et je vous remercie de me permettre de le dire. C'est aussi pour ça que vous êtes édité par une maison d'édition très indépendante et très non conformiste. Ce sont les éditions de Chiret qui sont plutôt connues pour publier des livres, on va dire qu'on va pas trouver chez Plon ou chez Fayard. Hein. C'est plutôt politiquement incorrect. Voilà. Est-ce que finalement cette petite fable écologique, cette dénonciation, de l'hystérie ambiante autour du réchauffement climatique, c'est un peu une sorte d'analyse comme vous l'avez fait sur l'état de la France dans Démolition, mais cette fois-ci une sorte d'analyse de l'hystérie planétaire sur ce sujet. Alors, si vous voulez, c'est une hystérie qui, comme toutes les œuvres de traitement social, comme aurait dit Bernays quand il a sorti son bouquin Propaganda en 1928, a de longues racines, parce que cette histoire en fait est née dans les années 70 et même avant.
que 72, c'est première réunion à Stockholm. Donc en fait, c'est né dans les années 60, quand Monsieur Rockefeller, celui qui est mort à 102 ans il y a 3-4 ans, a eu l'idée, sur la base de scientifiques dont je ne connais pas bien les noms, d'utiliser le réchauffement climatique pour atteindre deux de ses objectifs. Le premier, c'est de gagner des sous. Et le deuxième, c'est de faire un grand pas en avant vers le gouvernement mondial, sujet sur lequel il a fait 5 ou 6 déclarations fracassantes avec son copain Warburg, mais c'est pas notre sujet, mais tout le monde pourra chercher les déclarations de Monsieur John David Rockefeller II sur le gouvernement mondial, ou des déclarations du fils de Paul Warburg, chez son nom, mais j'ai oublié son prénom, qui a expliqué que le gouvernement mondial se ferait, la seule question était de savoir si ça c'est de gré ou de force. Donc, ils ont monté ça, Rockefeller a monté ça, et il l'a monté avec un acolyte, un certain Maurice Strong. Et ça a été en quelque sorte le directeur général de l'opération pratique du réchauffement climatique pour le compte de JDR numéro 2. Et donc ce monsieur Strong, c'est lui qui a monté d'abord il est rentré à l'ONU, il a monté les 3 sommets Stockholm, Rio et Kyoto. C'est un Canadien qui est mort il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est un Canadien, il est mort en 2015. Oui, mais la fin de sa carrière n'est pas inintéressante parce que il a fait plusieurs choses dans sa carrière. D'abord, c'est lui qui a inventé le concept de bourse d'échange des droits de tirage de CO2. Bourse qui a été installée à Chicago, je pense qu'elle y est toujours d'ailleurs. Et vous savez que les financiers, ils se foutent pas mal de ce qu'ils vendent, mais ce qu'ils veulent, c'est toucher la com. Ce qui a amené d'ailleurs la plus grande... Ce concept a amené une énorme escroquerie à la TVA en France. Sur ces en plus. En fait, ça favorise tous les escrocs, ce truc. Voilà. Alors donc, il a monté son truc, il est devenu richissime, mais il faut quand même savoir que ça lui suffisait pas. Parce que tout en étant secrétaire général adjoint de l'ONU, il s'est fait virer de l'ONU avec perte et fracas parce qu'il avait un peu, comme on dit, mis la main dans le pot de confiture dans l'affaire pétrole contre nourriture à la fin de Saddam Hussein, après la première guerre du Golfe. Oui. Donc, il est devenu chômeur. Qui était aussi une gigantesque escroquerie visant à affamer tout un peuple et à détruire une civilisation. Absolument. Donc, on soit clair là-dessus. Donc, il s'était empoché $1 million, ce qui par rapport à sa fortune devait pas être grand-chose, mais enfin bref, comme on dit, trop n'est jamais suffisant. Et donc, il s'est recyclé, et ce grand contempteur du CO2 pendant grosso modo 30 ans s'est recyclé en vendant des centrales thermiques à charbon en Chine, ce qui permettait par ailleurs d'évacuer le charbon canadien vers la Chine, qui n'en manque pourtant pas, mais ils avaient dû faire des prix, ce qui permettait au Canada d'être un modèle de CO2. Eh ben, il a fini par claquer en 2015, et je pense qu'il doit être en enfer, en train de rôtir, puisqu'il a parlé toute sa vie il faisait trop chaud. Voilà. Eh ben, j'espère qu'au moins la chaleur de sa rôtisserie en enfer à Strong va contribuer à donner un peu de chaleur au cœur des petits enfants irakiens qui sont morts par sa faute. Qui sont morts à cause de ces saloperies. Voilà. Mais enfin bon. Enfin, pour revenir au réchauffement climatique... Oui, on est sorti du sujet. Mais pour revenir au réchauffement climatique, c'est une gigantesque opération de bourrage de crâne ayant donc les deux objectifs que j'ai dit, c'est-à-dire faire du fric. Alors maintenant, ça n'est plus que pour Rockefeller, c'est pour tout le monde, parce que les gouvernements, c'est bien pareil. Et les gouvernements qui croient à cette qui font semblant de croire à cette plaisanterie, mais qui en profitent bien, et puis de faire progresser la notion de nécessité d'un contrôle mondial pour cette histoire terrifiante, ce qui fait que l'ONU s'en frotte les mains, et que chaque jour qui passe, on a une déclaration de l'un ou de l'autre expliquant que tout ça doit être contrôlé de manière centralisée et uniforme par un gouvernement mondial qui régnera sur une population d'esclaves. D'ailleurs, on voit bien que tout ce qui est
préconisé au nom du réchauffement climatique, dans la lutte dans le réchauffement climatique, Bernard Gantois, sont les symboles de l'individualisme et de la propriété individuelle. Je vais vous prendre deux exemples. Alors, on a attaqué l'automobile pour cette raison, parce que c'est un symbole de liberté, la liberté de déplacement. C'était mon bouquin sur l'autopsie d'un assassinat. Et maintenant, c'est la maison individuelle, où on nous dit que c'est pas bien de vivre dans une maison individuelle parce que ce n'est pas écologique. Donc, de la même manière que pour l'automobile, on nous demande de prendre des transports en commun, on nous demande de vivre dans des bars HLM. Non, dans des cabanes à lapins. Non, mais ça a un autre avantage, c'est quand 98% ou 99% de la population du monde sera dans des villes comme les villes indiennes ou dans des agglomérations où tout le monde sera dans des cabanes à lapins, les gens seront totalement sous contrôle parce que celui qui aura à la main sous le pouce le disjoncteur de l'électricité de la ville pourra dire aux 50 millions d'habitants de la ville, vous faites ça, sinon j'appuie sur le bouton. Eh ben, les 50 millions d'habitants de la ville, pour avoir de l'électricité, ils font ce qu'on leur dit. Et je trouve que les commentateurs, pour revenir à quelque chose d'extrêmement actuel, les commentateurs qui expliquent que le pass vaccinal de M. Macron, c'est pour apprendre aux gens à obéir, c'est très exactement le début du commencement de l'itinéraire qui conduit à ce que je viens de vous expliquer avec le bouton électrique d'une ville de 50 millions d'habitants qui vivent dans des clapiers. Et d'ailleurs, maintenant, ce n'est même plus un secret, hein, voilà, c'est pas être complotiste que de le dire. Certains réfléchissent à ce que cette idée de passe vaccinal soit aussi une sorte de passe écologique sur un gaspillage de l'énergie et que tous les citoyens qui dépenseraient trop de CO2 dans une année, on pourrait leur couper des services ou des crédits jusqu'à la fin de l'année et que ce serait reconstitué l'année suivante. Oui, c'est le même principe que le pass sanitaire. Si vous voulez, quand une catastrophe est en route et qu'on atteint le fond, en général, les promoteurs de la catastrophe creusent. Donc, c'est un proverbe qui a été fait sur autre chose que cette catastrophe-là, mais enfin bon, passons. Et donc, tout est possible. On peut aussi, par exemple, vous faire des quotas de graisse. Vous aurez le droit de manger 1 kilo de beurre par mois. Parce que quand vous êtes obèse, vous avez plus de chances de coûter cher à la Sécu que si vous êtes maigrichon. Donc, quota de graisse, passe ou passe pinard, ou passe scotch, ou passe... enfin bref, tout est possible. Enfin bref, il y a passe finale, effectivement, vous n'avez pas le droit de vivre au-delà de 75 ans parce qu'après vous coûtez trop cher. Il y a eu un zoom là-dessus sur TV Liberté il y a 3-4 jours. Donc, ça, si vous voulez, il ferait un pass écologique que je n'en serais pas plus surpris que ça. J'espère simplement que ça se fera après que je sois allé, je sais pas où, ailleurs. Mais tout est possible, tout est possible. Et donc, quand il s'agit de si vous voulez, le gouvernement mondial, qui avec, allez, disons 500 000 personnes et 1 million de policiers et de militaires sur la planète, devra diriger une planète qui, après tous les efforts qu'ils feront pour réduire la population, on comptera à tout péter 2 milliards d'habitants. Il faudra quand même que les 2 milliards d'habitants soient particulièrement sages, donc ce seront des esclaves, pour reprendre un mot que j'utilisais tout à l'heure. Des esclaves qui seront avec le revenu minimum universel, là, dont on commence à avoir la mise en place. Et on leur donnera Netflix gratuitement pour les occuper. Et Netflix sera l'occupation au dimanche. Non, attendez. Les patrons du gouvernement mondial seront des banquiers. Voilà. Alors la notion de gratuité doit les énerver au plus haut point. Voilà. Mais pendant qu'ils sont sur Netflix, ils sont pas dans les carrefours à brûler des palettes. Hein. Ça évite les révolutions aussi. Netflix leur expliquera du matin au soir qu'ils sont heureux. Et puis l'industrie cinématographique aura péri, sauf celle commanditée par Netflix. Voilà. Non, les restaurants auront disparu, sauf ceux commandités par McDonald's et puis Starbucks Coffee ou autres du Montano, ou Pizza Hut, et puis qui d'ailleurs seront sûrement regroupés dans une holding alimentaire qui dépendra de BlackRock, qui d'ici là sera associé à Vanguard. Et comme les maisons individuelles seront interdites, on pourra même plus cultiver son potager. Ah bah non, non. Si,
les 500 000 personnes qui dirigeront la boutique, leurs flics et leurs soldats auront droit à des maisons individuelles. Ne vous faites pas de soucis pour eux. Et on finit avec enfin cette bref, note donc c'est un avenir, c'est un avenir relativement sombre, mais figurez-vous que je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas à cause d'Aristote. Parce que il y a 2500 ans, Aristote a expliqué que ce qui était exagéré ne pouvait pas fonctionner. Il appelait ça l'hubris. Et quand il a développé une théorie que quand l'hubris devenait intenable, il y avait un phénomène qui venait le contrer, qu'il a appelé de mémoire le némésis. J'étais pas très calé en grec quand j'étais dans le secondaire. L'hubris, je m'en souviens bien. Le némésis, je suis moins sûr. Et je pense que cette folie du gouvernement mondial se cassera la figure, du gouvernement mondial unique, se cassera la figure pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand un trop gros système est dirigé par un certain nombre de gens, il est inéluctable qu'il y ait des jalousies et des tensions épouvantables au niveau de ceux qui dirigent. Surtout si ce sont des financiers. Et évidemment, ce sont les banquiers qui prendront la main sur le gouvernement mondial. D'ailleurs, Rockefeller l'a dit. Enfin, le Rockefeller qui est mort il y a 2 ans. C'est exact. Et par ailleurs, la dictature ne pourra fonctionner que par une collaboration relativement étroite entre les banquiers qui auront le pognon et les informaticiens qui tiendront le système de sécurité. Parce que pour que les gens soient sages, on saura tout pour eux, c'est l'histoire du pass vaccinal et tout le reste, et ça, les banquiers sont moins foutus de le faire, ce sont les informaticiens. Donc un jour, je vois arriver entre les GAFA et Wall Street, c'est-à-dire entre la Silicon Valley et Wall Street, une discussion un peu complexe, les uns disant, bon, donnez-nous du fric pour qu'on puisse continuer à faire en sorte que vous ne voyez pas vos têtes mises au bout des pics, et les banquiers disant, vous commencez à nous coûter trop cher, vous n'avez pas besoin de tout ça pour assurer l'ordre dans notre boutique. Quand ça part sur ce chemin-là, croyez-en, mes 45 ans d'expérience au boulot, c'est mal parti, il y a intérêt à avoir quelqu'un de génial pour raccommoder les morceaux. Donc je pense que ça ne marchera pas. Voilà. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Bernard Gantois, c'est qu'on est déjà pratiquement dans ce bras de fer, cette fois-ci pas avec les banquiers, mais on va dire avec les États, puisque vous avez d'un côté les États qui disent il faut réglementer, les GAFA, ils gagnent trop d'argent dans notre dos, il y a la liberté d'expression, il y a l'air chasse aux fausses nouvelles, etc. Les GAFAM, eux, ripostent, sont dans ce bras de fer face aux États, disent eh bien on vous suit, on va museler les gens qui tiennent des propos incorrects, interdits, on va suivre les demandes de chaque État, on le fait, mais dans le même temps, ça veut dire aussi fermer un peu les yeux si notre compte est en Irlande ou aux Bahamas, dans des paradis fiscaux. Ils sont déjà dans des rapports qu'on va dire que je qualifierais de je t'aime moi non plus, quoi. C'est déjà oui, non, mais ça, ce sont les discussions après 2 ans de mariage. Quand les discussions, ça sera celles qu'on connaît après 50 ans de mariage, ça va être autre chose. Voilà. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le rapport où le GAFAM dit ok, je te censure tous ceux que tu ne veux pas entendre, je vais fermer leur chaîne sur YouTube, leur compte Facebook, mais au moins laisse-moi gagner un peu de pognon dans le paradis fiscal. C'est absolument, absolument. Et puis, il y a une autre, indépendamment de cette guerre entre les financiers et les informaticiens, il y a une autre chose quand même, c'est que je vois difficilement 3 pays qui ne sont quand même pas secondaires, la Chine, la Russie et l'Inde, marcher dans cette histoire de gouvernement mondial. Parce que, si vous voulez, le gouvernement mondial nécessite l'assassinat de toutes les cultures. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train proprement de faire dans tous les pays occidentaux, notamment quand on supprime l'étude du latin, du grec, quand l'histoire est devenue à l'éducation nationale une plaisanterie. Je parle de la France. Quelque chose de marginal. Mais dans les autres pays, c'est à peu près la même chose. Par contre, je ne vois pas la Russie jeter son orthodoxie à la poubelle
du moins à moyen terme. Je ne vois pas non plus la Chine jeter son savant mélange de Confucius et de communisme à la poubelle d'ici longtemps non plus. Et l'Inde, je ne la vois pas puisqu'elle est elle est très technologique, mais sur le plan sociologique, elle est d'une stabilité notoire. Je ne la vois pas non plus jeter toute sa culture à la poubelle. Donc, je pense quand même que nos grands défenseurs du gouvernement mondial, indépendamment de leurs luttes internes, vont quand même avoir quelques soucis avec ces trois-là. Et comme ces trois-là sont quand même, grosso modo, 60 à 65% de la population de la planète, je pense qu'il va quand même y avoir de ce côté-là un couac. Donc, si vous voulez, ça va se planter. Sous quelle forme? Je n'en sais rien. Quand? Je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va se planter. C'est pour ça que ma fable finit bien. Eh oui. Voilà. Merci Bernard Gantois. Je vous souhaite une très belle journée, cher Bernard. Voilà, votre nouveau livre s'appelle Ra, comme le dieu, évidemment. Bonne continuation à vous-même, à Care News et à tous ses auditeurs. Merci. Le livre s'appelle Ra, Ral. Petite fable écologique aux éditions de Chiré de Bernard Gantois, qui est l'homme. Vous êtes polytechnicien, vous avez été ingénieur civil des ponts et chaussées, et vous êtes celui qui a publié le fameux Démolition, un bilan sans concession sur l'état de la France, qui a fait vraiment beaucoup de bruit. À bientôt, cher Bernard Gantois.